la famille Mitterrand, si vous voulez, dans son ensemble, pas seulement la famille François, j'allais dire, hein, est un peu une tribu. Et moi, je vis en dehors de la tribu. Jean-Christophe Mitterrand, bonsoir. Merci d'avoir choisi Tout le monde en parle comme première émission après la sortie de votre livre. Donc vous êtes le fils aîné de François Mitterrand, vous avez 55 ans. Et suite à une mise en examen dans le cadre d'un éventuel trafic d'armes en Angola, vous publiez donc un livre vérité intitulé « Mémoire meurtrie chez Plomb ». Vous savez comment on fait? Merci. Donc on va parler de vous. On n'a pas le même âge. Alors, vous êtes né, Jean-Christophe Mitterrand, en 1946, à Boulogne-Billancourt. En fait, vous n'êtes pas l'aîné, parce qu'on apprend, en lisant ce livre, que 15 mois avant, il y avait eu la mort d'un enfant en bas âge, qui s'appelait Pascal. Vos parents avaient eu un premier enfant, et vous êtes le frère de Gilbert Mitterrand, et votre père a eu un autre enfant, évidemment, qui est Mazarine, pas avec la même mère, avec Anne Pinchot. Voilà. Alors, vous dites, je suis né tendre dans une famille qui l'était guère. Ça veut dire quoi, ça? La famille, notre famille était une famille un peu, j'allais dire, comme vous avez lu dans le livre, je suis pensionnaire pratiquement toute ma scolarité, donc isolé. Et j'allais dire, c'est un isolement qui me faisait des bleus à l'âme. Bon. Et puis en plus, il faut remettre dans le contexte, hein, nous sommes nettement avant 68. J'ai connu ça, oui. C'était pas la même éducation. Bon, on ne déjeunait, on ne dînait pas avec les parents, ou quand on était invité à la table où il y avait des invités, en général le week-end, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Enfin, c'était une éducation un peu stricte. Vous dites, je suis le moins Mitterrand de toute la famille. Pourquoi? À cause de la taille, vous mesurez 1m82, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus grand que le reste de la famille. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Non, non. La famille Mitterrand, si vous voulez, dans son ensemble, pas seulement la famille François, j'allais dire, hein, est un peu une tribu. Et moi, je vis en dehors de la tribu. Donc, je suis le moins présent. Le fils d'à côté, oui. Le fils d'à côté, c'est une image que j'ai prise, oui. Alors bon, assez comme ça, assez tourmenté, assez rebelle dès votre plus jeune âge. Première fugue à l'âge de 10 ans, la nuit, dans les jardins du Luxembourg. Je passais entre les barreaux. Vos parents habitaient rue Guilmer à l'époque, donc écolier, étudiant réfractaire. Et vous dites, en parlant de votre scolarité, difficile de faire avancer un âne qui recule. Hein. Oui, je faisais que ce que je voulais. Donc je n'étudiais que les matières qui m'intéressaient. Il n'y en avait pas beaucoup, je le reconnais. Il y avait les maths et l'histoire, c'est tout. Oui, vous faisiez des maths pour vous amuser, vous. C'est comme les autres font des mots croisés. Exactement. Vous faisiez des maths. Oui. Alors, bon, père absent, évidemment, votre père François Mitterrand, très absorbé, voire bouffé par sa carrière politique. Et quand on vous a appelé plus tard, papa m'a dit, vous dites, en fait, il ne m'a pas expliqué la vie, en tous les cas. Ben non, puisque d'abord, je n'étais pas là. On se voyait que pendant les vacances ou lorsqu'il venait voir en pension. Et en général, on n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, Quant à votre mère, elle ne venait pas vous voir souvent en pension, vous le dites. Vous écrivez, peut-être supposait-elle que passer toutes les vacances avec elle, mon frère et Jean, un ami, suffisait à mon bonheur. Donc, vous avez le sentiment, étant enfant comme ça, d'être assez délaissé, finalement. Je vais vous révéler quelque chose, c'est que quand j'ai écrit ce livre, évidemment, je lui ai fait lire au moment où, avant qu'il soit imprimé, et elle a réagi sur cette phrase. Et elle m'a expliqué, vous voyez, 50 ans après ou 40 ans après, elle m'a expliqué que c'était le directeur de la pension dont je parle qui demandait à la famille de ne pas venir pour forcer les enfants à sortir de leur milieu et à travailler. Donc, nous avons eu une explication et 50 ans plus tard, on a compris. C'est fou parce que votre mère, elle a plutôt bon cœur, elle est toujours prête à s'occuper des grandes causes. Je ne me plains absolument pas de ma mère. Hein. Alors bon, ambiance pas terrible à la maison. Vos parents, bon, s'entendaient pas très bien, on s'en doute. Je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit à ce sujet-là. Oui, mais votre mère, quand même, communiquait avec votre père en déposant des lettres sur son oreiller. Non, pas à cette époque-là. C'était surtout dans les dernières années, quand ils avaient des discussions politiques un peu tendues. Elle trouvait qu'il était trop à droite, sans doute. Un peu. Et en même temps, effectivement, c'est votre père. Donc le 19 décembre 1965, le jour de vos 19 ans, il obtient 45% contre le général de Gaulle au deuxième tour. Donc c'est effectivement énorme, quoi. D'un seul coup, ça vous est tombé dessus. Et vous dites, en parlant de lui, ça l'a emporté dans un monde qui n'était pas le mien et qui me restera à toujours étranger, vous dites. Oui.
Parce que c'est pas mon monde. Alors, votre père, évidemment, c'était le chef des antigaullistes, hein, et vous, au lycée, vous en souffriez, non? Il y avait quand même des colibés, des insultes, des bagarres. Bien sûr, il y en avait. Vous savez, les cours d'école sont des endroits durs. Ouais. Mais surtout qu'il y avait l'affaire de l'Observatoire, Ouais. mon père s'était fait tirer dessus en 59, je me souviens bien, et c'était à 200 mètres, même pas à 200 mètres de la porte du lycée. Alors évidemment, le lendemain, vous voyez, c'était un peu tendu. Alors bon, voilà, vous êtes un petit peu, vos collègues à l'école vous embêtent un peu, vous vous réfugiez dans l'imaginaire, dans le silence. Oui, j'étais assez silencieux, oui. Refermez un peu sur vous-même. Oui, j'ai pas l'habitude de parler, vous voyez. Ouais. Alors à 19 ans, donc, c'est l'âge aussi de votre premier amour, Oui, à Osgore. oui. Et puis vous partez. Ça a commencé, Osgore. Ouais. Et vous partez à New York. Oui. Pour vous laisser pousser les cheveux, pour fumer des pétards. C'est là où j'en ai fumé, les premiers, oui. Pour me laisser pousser les cheveux, c'était pas prévu au départ, mais bon, Ouais. voilà. C'était l'époque quand même. C'était l'époque. Ouais. Les premiers, vous voulez dire, vous en avez fumé beaucoup après, derrière? Non, pas beaucoup, non. À New York, et puis après en Israël. Vous voyez, il y a eu quelques années entre les deux. Et puis depuis, plus du tout. C'est-à-dire qu'en Israël, vous avez été obligé d'avaler un pétard. Oui, il y avait une descente de flics. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que toi qui as des emmerdes avec la police, Jamel. Je fumais plus par convivialité que par goût. Oui, mais ça, oui, ça, comme beaucoup de Voilà. gens. Mais disons que dans mes rencontres après, il y en avait moins qui fumaient. D'accord. Voilà. Vous êtes- On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Non, mais moi, je fume pas du tout. Ah bon. Non, sérieux, je fume pas du tout. Mais si vous insistez, on peut peut-être fumer un pétard. J'aime pas que pendant vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. D'accord, Hervé. Bien, alors là, à New York, vous tombez sous le charme de Leslie Bogart, qui est la fille d'Humphrey Bogart et de Lauren Bacall. Hein. Et un jour, vous allez la chercher à la maison. Comment ça se passe? Bah, je n'avais encore jamais rencontré Lauren Bacall. Je monte les escaliers. Bon, elle était surnommée The Look, hein, quand même. Ah ouais, hein. c'était... Et je me dis, bon, je vais sonner, elle va m'ouvrir. Et j'étais un peu déçu. Ouais. Vous allez nous faire croire que vous avez failli pécho Lauren Bacall. Moi, je dis pas que c'est à cause des pétards, mais peut-être... Non, c'est vrai que vous découvrez une femme un peu grande comme ça, avec non, des mais- bigoudis en robe de chambre. Oui, elle était chez elle. Elle était chez elle, oui, c'est n'était ça. pas apprêtée ni rien. faisait la vaisselle, c'est sûr, oui. Et bon, elle correspondait pas tout à fait à l'image qu'on a dans Bien sûr. les films. Bon, mais je suis sûr qu'en s'apprêtant et en s'habillant, elle aurait retrouvé cette image-là. Comme nous tous. Et la fille, comment elle était alors, Leslie Bogart? Sympa. Sympa. Jolie? Et mignonne, oui, très très Elle mignonne. ressemblait à son père ou à sa mère? Comme beaucoup des deux. Les deux, ouais. Parce qu'elle ressemblait qu'à sa mère, ça aurait été mieux. Bon, un an plus tard, vous rentrez en France, c'est mai 68, vous avez le look baba, non? Un peu, oui. Vous avez débarqué chez François Mitterrand avec les cheveux longs, Avec les cheveux un peu une plus chemise longs. indienne et un non, bandana. pas chemise indienne, mais vous savez, les Ray-Ban à l'époque, c'était Ouais. le début. Elles étaient un peu tombées du camion aussi. Ouais. Tu vois, vous avez des points communs, Jamel. Comment ça? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bah dans le 9... J'attends que comment ça, vous voulez dire bah, quoi? dans le 9-3, il paraît qu'il y a pas mal de trucs qui tombent du camion. Moi, je suis du 7-8 dans un premier temps. Ah, pardon, excuse-moi. Et je ne vois pas de quoi vous voulez parler. D'accord, oui, oui. Bah non, mais ça, c'est le 7-8, c'est pas comme le 9-3, oui, Non, bien non, sûr. dans les Yvelines, Ça a rien les à voir, Chevreuses, Trappes, Versailles, Ça a rien à voir. le roi Louis XIV. C'était Ouais. mai 68, quoi. Ouais, mai 68. Tout explosait. Ouais. Alors, votre père veut que vous fassiez Sciences Po, Oui. et vous n'avez pas du tout envie. C'était pas à la mode à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Au concours, vous rendez la feuille blanche, quand même. Vous étiez vraiment... Par précaution. J'étais Ouais. pas sûr de tout le réussir. Hein, Ouais, mais par vous êtes précaution. dit, prenons toutes les précautions, rendons la feuille En blanche. vérité, j'étais déjà inscrit à la faculté de Vincennes. Ouais. Ah oui, vous allez à Vincennes, effectivement, vous allez à Vincennes, en histoire géo. Oui. Et là, votre père vous souffle, c'était votre pour un UV, pour obtenir Oui, le c'était DUG. pour la fin du V qui arrivait au Qu'est-ce DUG, qui vous oui. a donné comme sujet? C'est insensé, ça, c'est très Mitterrand, c'est très François oui. Mitterrand. Quand on vous dit, vous savez, vous avez 20 ans, on vous dit, choisissez un sujet d'histoire politique. Ouais. Bon. Alors j'en parle à mon père comme ça au coin d'un couloir et il me dit, bah, il y a un sujet génial qui est la notion d'État au travers de Savonarole, Laurent le Magnifique et Machiavel. Ah ouais. Après, vous allez en Israël, Ouais. kibbutz. Alors, vous tondez des moutons, vous ramassez des pamplemousses. Plutôt sympa comme expérience. Et je hein. peux vous dire que les citrons, il y a des épines comme ça sur les Ah ouais. citronniers, hein. C'était sympa. Vous mangez Oui, du très. saucisson en Israël. Oui. Ils étaient sympas. Oui, mais d'ailleurs, quand j'y suis retourné la dernière fois, un des amis que j'ai là-bas m'a demandé de ramener quelques saucissons quand même. Ah oui, d'accord. Bon, ça devient un petit peu une famille de substitution pour vous. Vous dites, Non. on était à table, on parlait. Oui, c'est un village communautaire, si vous voulez. Ouais. On vit en groupe. Ouais. Et c'est pas désagréable. Je ne C'est sais, pas là-bas. si, je ne sais pas si j'aurais passé ma vie. Hein. Oui, c'est là-bas que vous avez allé un joint entier.
Non, c'est pas au kibbutz. Non, c'est à Tel Aviv. C'est à Tel Aviv, où j'étais allé à Descendre Tel de flics Aviv. dans une boîte. Et c'était, en vérité, c'était dans un café, et il y a une descente de flics, j'avais un joint sur moi, je l'ai avalé. Ah, Ensuite, vous êtes une petite Kaira quand même, hein? et ensuite, par précaution, hein, c'est Oui, non, jamais, mais je comprends bien, mais j'aurais fait la même chose. Hein. Et ensuite, on est allé en boîte, et je me souviens pas très bien ce qui s'est passé. Ouais, voilà, c'est ce qui arrive quand on... Et bon, puis toujours cette idée de s'expatrier, hein, quand même. Toujours, ça c'est récurrent chez vous, parce que ça a été toute votre vie, finalement. J'adore ça. Ouais, c'est fou. Vous choisissez la coopération, hein. Vous allez d'abord dans le sud algérien, c'est là que vous rencontrez votre femme, Elisabeth, qui vient vous voir un jour. Vous découvrez l'Afrique, et après vous retournez, quand vous bossez pour l'AFP, vous retournez en Afrique, Nouakchott, Lomé, voilà. Alors en 80, vous faites la campagne de votre père à l'île de la Réunion. Et quand il est élu président de la République, vous pensez un peu naïvement que ça n'aura aucune importance sur votre vie. C'est vrai, totalement naïvement. Ouais. C'est vrai, je pense que je vais pouvoir continuer à être journaliste tranquillement, que j'ai ma vie, quoi, et que je repartirai en poste à l'étranger. J'étais prêt, moi, à faire ma carrière à l'AFP, à l'agence France-Presse. Et en fait, vous découvrez assez rapidement que le regard des autres sur vous change terriblement. Ah bah, déjà, en tant que journaliste, je n'ai plus aucune crédibilité. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire à l'AFP, vous êtes mis sur la touche. Complètement. J'ai plus le droit d'écrire. Mais c'est pas parce qu'ils étaient anti-mitterrandiens. Non. Le fait que mon père soit président de la République, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a un ancien de l'AFP que j'ai rencontré qui me dit, mais on ne pouvait pas imaginer que tu puisses écrire à papier sur la politique étrangère de la France. Et pourquoi pas? Vous avez dit, par exemple, je n'ai pas appris à lire et à écrire par piston, je ne suis pas plus con qu'un autre, et pourtant vous étiez barré, quoi, en vous. Tout le monde dit, oh, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a eu tout, même l'entrée à l'AFP, c'est par piston, même, je ne sais pas, tout est par piston. Jean-Christophe, la carrière politique, vous a jamais tenté? Jamais. Non. Jamais, au contraire, même plutôt repoussé. Donc après, ben voilà, vous êtes viré de l'AFP, vous allez à la cellule Afrique de l'Élysée, et puis ça continue. Vous dites ne pas appartenir au sérail était une gageure, je dus payer l'addition et mon père le pourboire. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes accusé, alors là on commence à vous accuser de tous les mots, on vous accuse d'affairisme, hein, la République des copains et des coquins, on vous cite en exemple, de fêtard, on dit bois sans arrêt, bon voilà, de baiseur. Hein. Alors, vous parlez de ça. J'en ai partout. Hein. Ouais, non, mais je sais. C'est vrai qu'à l'époque, moi aussi, j'étais sensible à ça, parce qu'il y en avait plein les journaux, de toute façon. Donc, oui, mais à ce point, j'étais à surhomme. Hein. Là, vous dites, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on allait boire un coup dans une boîte qu'on baisait à couilles rabattues. Non, c'est un ami à moi qui a ce vocabulaire. C'est pas moi qui ai dit cette phrase. Mais c'était un ami qui venait avec moi, de temps en temps. Voilà. C'est vrai, Jamel. Qui se ressemble, ça semble, en fait. Je vous le présenterai. D'accord, avec plaisir. Et là, votre couple explose, quoi. Oui. Il y a des coups de téléphone gentils, vous voyez, le genre. On a vu ton mari avec une telle, que je connaissais pas d'ailleurs. Ça va très vite à Paris, cela dit. Hein. Tu vas voir, nous, demain matin. Ça va très vite à Paris. Hardisson, bienveillant. Ah là là là. D'ailleurs, on se demande si des gens, ils n'ont pas que ça à foutre, d'ailleurs, à Paris. Et vous découvrez, alors le pire de tout, c'est que vous découvrez que c'est un vieil ami de votre père, François de Grossouvre. Il balançait à des journalistes comme Pierre Péan, qui d'ailleurs fait la préface de votre livre, et qui dit « J'ai été intoxiqué par ce type ». Mais il balançait à un moment, je me souviens très bien, on disait que vous cultiviez des champs de pavots Rwanda, au Rwanda. Alors vous savez... Alors c'est vrai ça ou pas? Déjà, vous connaissez le Rwanda? Un petit peu, oui. Ah bon? Eh bien, c'est des endroits les plus peuplés au monde, par personne au kilomètre carré, en densité, et il n'y a pas 1 hectare par famille. Il aurait fallu que... D'accord. Déjà, pour faire un champ de pavots là-bas, ou un champ de n'importe quoi, c'était compliqué. Mais je ne connaissais pas le Rwanda plus qu'un autre. En fait, l'histoire, c'est que ce François de Grossouvre avait été un petit peu marginalisé par votre père. Il était un peu comme une amoureuse déçue, comme une maîtresse répudiée, et il se vengeait en vous faisant du mal à vous. Et en essayant d'en faire à mon père, évidemment. Bon, mais il faut savoir qu'au début, lorsqu'il a été nommé à l'Élysée, il était le correspondant à l'Élysée des services spéciaux, c'est-à-dire des GSE, des ST, etc. Et il avait ce fantasme-là complet. Il voulait être patron de la DGSE. Il voulait être patron de la DGSE. Il n'a pas été. Ça a été pour lui un acte de méfiance à son égard. Il n'a jamais digéré. Puis je crois qu'après, il a disjoncté, mais vous savez, approcher le pouvoir, beaucoup de gens disjonctent. Hein. Voilà, puis vous parlez dans votre bouquin aussi de la cour de François Mitterrand. Alors donc, il y avait Charras, il y avait Lang, il y avait Kiechmann, il y avait Mermas, Fabius. Vous les avez revus, tous ces gens-là, quand vous avez eu des problèmes? Ils sont venus vous aider? Certains, oui, bien sûr. La plupart. La plupart, bien. Vous étiez à Latch le soir où Georges-Marc Benamou a vu votre père se gaver d'ortolan.
et vous mettez les choses au point dans votre bouquin. Vous dites que, en fait, Georges-Marc Benamou avait été accepté malgré votre mère, qui n'était pas très d'accord pour qu'il vienne. Non. Parce qu'il était avec Pierre Berger, en fait. Non, il n'était pas invité. Ah oui. Bon. Et c'est parce qu'il est arrivé avec Pierre Berger. C'est parce qu'il est arrivé avec Pierre Berger que mon père voulait refuser, mais à cause de Pierre Berger et pour ne pas gêner Pierre Berger, il a quand même accepté. Mais il voulait créer le clash. Ouais. Pas à cause de Pierre Berger. Tout le monde a été mis un petit peu devant le fait accompli. Voilà. Il a fallu Donc rajouter un fauteuil. il est venu dans cette soirée, il l'a raconté dans un bouquin. Vous vous dites, on n'a pas du tout vécu la même soirée. Non, on ne devait pas être dans la même pièce, au même endroit. Est-ce que vous pensez que ça handicape alors les révélations de Georges-Marc Benamou dans son dernier livre sur le lobby juif, par exemple? Peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, ça... j'allais dire, il a vécu un cinéma. Il s'est fait un cinéma, quoi. Ouais. Non, et puis il a sorti un livre très vite. Ouais. Alors bon, vous finissez par quitter l'Élysée, à force d'être emmerdé, justement, 92, par Grossouv, par les racontards. Et contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas mon père qui m'a viré. Oui, il a mis 8 mois à accepter votre démission, votre père. Il voulait pas. Très intéressant, d'ailleurs. C'est vrai qu'on pensait que vous allez virer à un moment, il n'en pouvait plus. Pas du tout, vous voulez que vous restiez, vous. Oui. Alors vous partez à la Générale des Eaux, qui est devenue Vivendi. Mais c'est terrible, votre vie, parce qu'en mai 95, quand Chirac est élu, votre lettre de licenciement est déjà prête. Enfin, disons, la coïncidence est quand même importante. Ben, c'est pas compliqué. Votre père est mort le 8 janvier 96, et le jour des obsèques, votre bureau était vidé. Quelle drôle de coïncidence. Et deuxième coïncidence, en vérité, la lettre de licenciement a été signée donc en mai, quelque chose comme ça. J'ai négocié de partir en décembre, qu'on me laisse le temps de me retourner. Et on m'avait proposé même de garder le bureau physiquement un mois de plus pour... Et bon, mon père meurt le 8, je suis aux obsèques devant toute la télévision, etc. Et quand je reviens, les cartons avec mes affaires étaient sur le trottoir. Enfin, ils n'étaient pas sur le trottoir parce que quelqu'un les avait ramassés, mais voilà. Et la serrure était changée. Alors là, vous partez en Mauritanie, monter une affaire, un Nouakchott. On dirait un épisode de Dallas. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Avec Cliff Barnes, cet enfoiré, J.R. Ewing, ils sont tous là. Oui, c'est vrai. Exactement. Et moi, je suis qui? Bobby. Ah, bravo, bien, mais c'est bien. Exactement. Mais Bobby. Physiquement, non, mais... Et Astrid, c'est pas... Si vous regardez les photos dans le livre, à son âge... Ouais, c'est vrai, vous étiez beau gosse à son âge. Moi, je suis Pam. Hein, oui, t'es Pam. Non, mais franchement, c'est énorme, cette histoire, non? Ah, c'est hallucinant. Mes amours, mes emmerdes. Mais le pire est à venir, donc vous allez à Nouakchott, et puis un jour, un jour on vient vous... Enfin, vous êtes en France, pour un petit voyage en France, parce que vous êtes résident, en fait, en Mauritanie. Depuis 96, je me suis installé en Mauritanie. Voilà. Je peux apporter les preuves de mon installation à partir de 97, parce qu'avant c'était chez les amis à l'hôtel, maintenant j'ai un loyer, le téléphone, etc. Et on a monté une affaire de... Valorisation de produits de la pêche. Voilà, exactement. Je revenais, j'étais en décembre, début décembre, j'étais à Paris, et perquisition qui arrive. Le 21, je suis convoqué par la brigade financière et je me suis retrouvé en prison. Voilà. Et je suis venu à la brigade financière en venant du Sénégal où je m'étais rendu entre-temps pour le travail. Alors là, il y a l'histoire de la caution, on vous met en tôle, on vous demande 5 millions pour vous laisser sortir, vous refusez de payer. Pourquoi? Je refuse de payer. Il faut comprendre ce que c'est une caution. Elle est divisée en deux parties. Il y a 4 millions et 1 million. 4 millions et 1 million. 1 million pour être sûr que je ne fuis pas. Bon, c'est-à-dire, si je prends la poudre d'escampette, je perds 1 million. Bon, ça se trouve pas sur le pied de cheval déjà. Hein. Et 4 millions qui sont les amendes que j'aurai à payer si je suis coupable. Ah ouais. Oui, c'est... C'est-à-dire que je suis préjugé coupable. Ouais. Déjà, il faut que je paye parce que je suis préjugé coupable. Et pour pouvoir sortir de prison. C'est énorme. Et en plus, on m'ajoute que je ne peux pas sortir avant que la caution soit payée. Ouais. C'est-à-dire que je prends le téléphone dans la cellule, il n'y a pas le téléphone dans la cellule. C'est-à-dire que j'aurais pas eu ma mère, disons que ils sont âgés, elle était formidable, votre mère, là-dessus. Maman, elle avait qualifié ça. J'aurais pas eu ma mère et les amis qu'elle a mobilisés, j'y serais encore.
Parce que La Falcon, on va en parler, il y est les toujours. 5 millions, je les ai pas. Hein. Ouais. Et Falcon, il est toujours, lui. Ouais, on va en parler. Vous avez vu Hamid Wali, un mec de mon J'ai quartier vu des jeunes gars qui étaient là. D'ailleurs, je raconte même que je lui donne mon paquet de cigarettes. Je ne pensais pas une seconde que j'irais en prison le soir même, que j'allais Ouais. sortir pour prendre... Ouais. J'allais en racheter un, il n'en avait plus, je lui donne. Bon, il y avait des types, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ouais. Ah, c'est ça, hein, moi je peux vous en citer des noms. Ouais, ouais. Et je suis sûr que Pierre Falcon, depuis 9 mois, il se demande pourquoi il y est. Hein. Ouais. Alors, la justice vous soupçonne d'être impliqué dans un éventuel trafic d'armes en Angola, ce qu'on appelle l'Angola Gate. Hein. Aujourd'hui, alors, bon, autour de Pierre Falcon, qui est un homme d'affaires de droite, donc, qui est toujours en prison depuis le 1er décembre 2000, en détention provisoire. C'est vrai Voilà, que dans le 9 genre... mois. Parce que ce qui est terrible dans ces affaires, c'est que vous faites 2 ans de préventif, enfin de provisoire, et puis après, quand vous sortez, vous êtes condamné à 1 an, vous avez fait 1 an de trop, on ne vous le rembourse pas. Exactement, et même 1 an et demi de trop, parce qu'en général, vous faites la moitié de la peine Ouais. avec les remises de peine. Ouais. Vous étiez au carré VIP de la prison? Oui, oui. Alors, Donc, arrivé à IP, Vous avez vu qui là-bas? Il y a toujours des stars au carré VIP. il y avait Paul Papon. Sulitzer. Il y avait Papon, non, non, non. non. Dans le. Ah, on s'est croisés, oui, au pôle financier. Voilà, ça. On était dans 2 cellules face à face, Ça va. et c'est des portes vitrées. Ouais. Chacun Ouais. était dans sa cellule. Lui, quoi. moi, je sortais, j'allais en prison, et lui allait au juge. Ah oui, Ouais, c'est un vrai truc de fou. Personne n'est à l'abri. Ouais. Jean-Christophe, Pierre Falcon, il vous a quand même versé 1,8 million de dollars quand même. Pas en un seul coup. Hein. Il En vous a plusieurs versé versements. quand même. Oui, et j'étais intéressé à ses bénéfices. Voilà, j'ai travaillé avec lui. J'étais pas payé en honoraires, j'étais payé selon les bénéfices. Il n'y en aurait pas eu, j'aurais touché 0. D'accord. Il y a des bénéfices, Mais mais il m'en donnait une Ce partie. 1,8 million de dollars, Ouais. ça provenait de quoi? De vente d'armes? Non, l'Angola, en dehors de ses crises politiques intérieures, n'avait plus aucune possibilité d'emprunter de l'argent, l'État angolais. Ouais. Vous savez que la France emprunte tous les jours. Ouais. Bon. N'avait plus aucune possibilité d'emprunter de l'argent, du cash, quoi. Ouais. Et ne pouvait plus donc faire d'achat. Et je Ouais. ne parle pas d'achat d'armes ou autre, Ouais. d'achat. Bon. Pierre Falcon a eu l'idée de monter des pools financiers qui prêtaient, financiers privés, j'allais dire des banques, bon, qui prêtaient de l'argent à l'Angola, D'accord. garanti sur la production pétrole, D'accord. Vous avez aidé à ça? Oui. Et vous a versé 1,8 million de dollars? sur ses bénéfices. D'accord. Ok. Alors, là où il y a une connerie quand même, il faut bien le dire, c'est que vous, l'argent, vous le mettez sur un compte en Suisse. Je travaille à l'étranger. Ah oui. Je n'ai jamais sorti d'argent de France. C'est-à-dire vous le Je n'ai passez- jamais planqué D'accord. d'argent en le faisant sortir. Ah Jamais. bah, d'accord. Non. Donc vous le mettez en Suisse parce que rien ne J'ai vous un interdit. compte en Suisse Ouais. depuis 92. À l'époque, je travaillais pour une société installée à Genève qui m'a amené dans une banque de Genève pour me dire ouvrez un compte là pour qu'on puisse vous payer. Bien. Vous travaillez en Suisse, donc c'est normal que vous ayez un compte en Suisse. J'avais, oui, parce que Bah, pourquoi tu poses la question? il n'y a rien d'illégal. Parce que je voulais savoir si l'argent qui est arrivé en Suisse était parti de France ou d'ailleurs. Non, 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 Il n'est non. pas parti. Je n'ai depuis en 96. c'est-à-dire Trop tout de cet questions argent- qui se mêlent dans ma tête. Depuis 96, depuis que je quitte la Générale des Eaux, je n'ai jamais travaillé avec une société française. D'accord. Donc aucun Toujours compliqué, virement de les part de histoires, France. de Ouais. costards. Aucun. Les tiennes aussi, elles sont compliquées. D'ailleurs, Ouais, mais les miennes, elles sont compliquées, mais elles sont pas si compliquées que ça. Ah ouais? Ouais, parce que on sait, quand tu subis une injustice, il y a Ouais. des preuves, il y a Bah, des lui témoins. aussi, il a subi une injustice. Ouais, apparemment. d'accord, mais il y a Vous quand savez même que- des. vous savez quel est le Il y a vrai plein de problème pays qui sont mêlés. Le Rwanda, la Suisse, la France, l'Amérique, on parle en dollars, ça transfère par la Suisse. C'est quand même un peu compliqué cette histoire. Bah mais non. ça n'enlève rien que je suis de votre côté. Ah non, mais et puis j'ai le droit de gagner de l'argent en travaillant. Non, Bien mais sûr. c'est normal, comme Alors, tout le monde. Finalement, Jean-Christophe, Vous votre... avez été en zonzon quand même. Ah oui, il a fait... Vous avez fait de la prison. il a- Oui. 3 Eh, semaines. déjà, ça vous rapproche, ça. J'ai jamais fait de prison de ma vie, moi. Ah, t'es connerie. Quoi? Non, T'es même- sérieux? Même pas une semaine. Mais je vais jeter des verres maintenant. quoi? Il y a des... Comment, même pas une semaine où? Ah non, tu jouais dans Zonzon, pardon. C'est là que je t'ai vu. Non, je savais que je t'avais vu en prison, mais c'était au cinéma. Ah, c'est pas vrai. Même- Mais attends, mais t'es arabe normalement, toi, non? Même pas dans un commissariat. Non, j'ai été à divers. Oui, j'ai été déjà dans. Oui, mais D'accord. ça veut pas dire que j'étais en prison. Non, bah non. non. Ah non. En général, il s'en sort. C'est après le commissariat, la prison. Ouais. Non, mais par contre, C'est le fils du président de la République qui t'explique comment ça se passe, la Non, tôle. mais j'ai lu un peu. Enfin, j'ai parcouru votre bouquin parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, mais j'ai lu le passage où vous étiez passé chez les juges et c'est pour tout le monde la même en fait. Hein. Ah oui. Ah oui, sûrement, oui. Mais ils ont été assez virulents quand même avec vous. Ah oui, je suis même sorti avec les menottes. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Non, ce qu'il y a de terrible, Alors que c'est illégal. ouais, je vais vous dire, ce qu'il y a de terrible, c'est que, en fait, vous êtes là
vous avez eu une première mise en examen, bon, qui a été, en fait, ça a été annulé. Bon. Et puis ils vous en font une deuxième mise en examen, et ils vous font rester en France juste pour passer une fois chez le juge, quoi. C'est-à-dire que vous aurez pu retourner en Mauritanie à revenir. Parce que vous avez votre affaire en Mauritanie, pardon. Oui, mais ça fait 9 mois que j'ai pas de passeport, oui, c'est mon outil de travail. Et on vous laisse, on vous garde ici juste pour vous interviewer, enfin vous interroger, pardon, une fois de temps en temps. Voilà, et toutes les semaines, je dois aller chez les gendarmes pour bien montrer que je suis pas reparti. On vous a arraché parce que le ministre de la Défense n'avait pas porté plainte, c'est ça? Voilà. Mais après, il a fini par porter plainte. Il a fini par porter Qu'est-ce qu'il a plainte décidé à porter en disant la première lettre de sa plainte, la première phrase de sa plainte, c'est pour aider à l'instruction en cours, je porte plainte. Ce qui est déjà surréaliste, puisque l'instruction ne peut exister que s'il y a plainte. Ouais. Bien sûr. Mais il connaît le dossier de Jamel, hein, vous avez vu? Mais vous avez pécho sa femme ou quoi, lui? C'est pas possible. Enfin, il n'avait pas de raison de le faire, c'est juste histoire de... C'était juste histoire Vous savez, on ouvre des parapluies en politique. Ouais. Mais en plus, enfin, je sais pas, vous travailliez plus en France, vous étiez en dehors de tout ça. Pourquoi ça vous retombe? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Bah, moi aussi. Si vous trouvez la réponse, je Vous serais savez content. des choses? Rien. Rien. J'ai travaillé pendant 10 ans avec mon père par rapport à l'Afrique, c'est tout. Pourquoi déranger autant? C'est ça que soit on sait des choses, soit on... Peut-être que Pierre Falcon, dans ses talents d'homme d'affaires, a dérangé les gens, lui, par contre. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Bien, puis il y a l'affaire Mazarine, c'est-à-dire que Mazarine, là on remonte un petit peu dans le temps, évidemment, c'est il y a quelques années, vous subodorez son existence, vous n'êtes pas sûr que votre père a eu cet enfant, votre mère... On entend tellement de rumeurs et tout, surtout, qu'on se dit encore une. Vous savez, si je croyais à toutes les rumeurs, je crois que j'aurais au moins 15 frères et sœurs. Oui. Votre mère le savait parce qu'il y a une bonne copine qui lui avait dit le jour de la naissance de Mazarine, qui l'avait appelé pour lui dire. Oui. Oui, ma mère l'a appris comme ça. Sympa. Sympa. Donc vous en parliez jamais, et puis en 93, vous décidez de rompre l'omerta familiale, et vous demandez à votre père de vous la présenter, voilà, et vous dites il y a davantage de fébrilité pour monter le rendez-vous que pour organiser un G7. Il m'a jamais tant appelé en quelques jours. Ouais. C'était toutes les 2 heures pour être sûr que le rendez-vous était bien à telle heure. Il était assez fébrile, oui. Ouais. Alors vous dînez C'était plutôt sympathique, je Oui, trouvais. vous dînez en tête-à-tête avec elle, à 17 ans à l'époque, elle vous raconte sa vie de jeune fille, quoi. Vous découvrez une demi-sœur comme ça. Ouais. Hein. Elle découvrait un grand frère, Voilà. un très grand frère. Ça s'est bien passé? Très très bien. Très très bien. Avec pas mal d'émotions même. Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire quand même que vous, je connais pas Gilbert, votre frère, mais vous, on a l'impression que vous avez été quand même un petit peu écrasé par la personnalité de votre père, alors que Mazarine, on a l'impression qu'elle s'est nourrie de votre père. Écrasé, il faut pas exagérer quand même dans les termes. Mais mon père nous a eus, mon frère et moi, il avait 30 ans. Ouais. Il avait sa carrière à faire. Il avait son travail, il était, en général, vous savez, les hommes entre 30 et 40 ans sont complètement pris dans leur boulot. Ouais. Là, il a eu Mazarine, il avait plus de 60, ou 60 ans à peu près. C'était une fille. Ouais. Il a fait sa carrière, il était presque président, parce que c'était juste avant. J'allais dire, il avait plus de temps à lui Oui, donner. il avait le temps, voilà, il avait du temps à lui consacrer. Il n'y avait pas de question d'avoir une jalousie à son égard. C'est vrai, c'est souvent le cas avec les petits derniers. Ouais. Oui, et puis en plus, j'avais 40 ans, attendez, je n'avais pas à être jaloux. Ouais. Hein. Alors, toute la famille fait connaissance aux obsèques de François Mitterrand. Et est-ce que vous êtes revus depuis? Vous vous revoyez? Oui, ça va. Pas très souvent, parce que j'allais dire, d'abord, moi je vivais à l'étranger, et deuxièmement, on est quand même de générations très différentes, on n'a pas les mêmes copains, on n'a pas les... Bon, mais on se voit, bien sûr, et avec plaisir. Alors aujourd'hui, vous habitez rue de Bièvre, avec votre mère. Ben oui, je suis en, comment on peut dire, en résidence provisoire Voilà. à Bièvre, oui, parce que je suis interdit de déplacer. Dans un très vieil appartement. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazin. Non, c'est rue de Bièvre. Je te le dis pour la prochaine fois. Mais c'est pas vrai, parce que dans cette... D'abord, on n'habite pas le même appartement, puisque Oui, c'est vous avez le une pigeonnier, maison. On est voisins de palier. Ouais, vous avez le pigeonnier où François Mitterrand avait son bureau. Et il y a mon frère qui a le rez-de-chaussée, et ma nièce qui a le 2e étage. Donc nous vivons en clan, à l'italienne. Vous avez changé le lit, c'est tout, hein? Oui. Pourquoi? Il n'était pas bien le lit? Il était peut-être trop petit pour vous, le lit, non? Non. Peut-être, enfin, disons que j'ai mis un lit à moi. Ouais. Alors, votre père, un jour, voilà, il est sur le point de mourir, il a les yeux mi-clos, comme ça, vous vous approchez de lui, il est en pleine agonie, et il vous dit « Excuse-moi, je t'ai fait beaucoup de mal. » Oui, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans le livre, ça. Parce que c'est un moment à moi, et c'est ce qui fait la force de votre livre, c'est qu'il est très sincère. Oui, il est très sincère, oui. J'ai pas de règlement de compte à régler. Vous savez, avec ce qui m'est arrivé, la prison et tout ça,
pendant que j'étais en prison notamment, il y a eu des tombereaux d'informations qui sont tombées sur moi. On me refaisait ma vie. Ouais. On m'a réécrit ma vie. Ouais. Bon, sans jamais me demander mon avis, ni même essayer de confirmer. Ouais. Bon, j'en ai eu plusieurs de vies, vous venez de le raconter. En sortant, je me suis dit, il faut peut-être que je donne ma version. Ouais. Bon. Et j'avais un très joli titre que je ne pouvais plus prendre parce qu'il était pris, c'était Ma part de vérité. Ouais. Le plus dur en version, c'est de pas pouvoir, en prison, c'est de pas pouvoir s'exprimer, de pas On ne peut pouvoir pas s'exprimer. se défendre. On est embastillé. Le pire, excuse-moi, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi à une autre échelle. C'est quand les médias s'emparent de votre histoire. J'ai quand même lu dans la presse des endroits où j'aurais été, où je suis jamais allé de ma vie, avec des gens avec qui j'ai parlé et on rapporte ce que j'ai dit, que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ouais. J'allais dire, et ça passe, et ça reste dans les archives de tous les journalistes qui le ressortent, puisqu'ils ne vérifient pas. C'est pour ça que vous avez écrit le livre. Ils enlèvent pas. Vous avez écrit le livre justement pour couper le cou à tous ces canards. Alors, quand votre père vous dit « Excuse-moi, je t'ai fait du mal », il pense à quoi? Alors, il faut que je vous dise dans quelles circonstances c'était. Donc, c'était 3 jours avant sa mort, il était assez mal. Je crois à peu près que c'est le dernier entretien clair qu'il a eu avec quelqu'un. Bon, après, il est un peu tombé dans le coma, si vous voulez. Enfin, et on parlait de la vie, de la famille, des choses de la vie, des choses de la mort aussi. Et on a parlé de la période élyséenne, et on a parlé de De Grossouvre, comme ça. Il s'interrogeait beaucoup sur le suicide de De Grossouvre. Et puis, bien sûr, de ce qu'il m'avait fait. Et à ce moment-là, il m'a dit, excuse-moi, je t'ai fait beaucoup de mal, je l'ai compris comme j'ai pas fait suffisamment attention au mal qu'on pouvait te faire, j'ai laissé courir les rumeurs, j'aurais pu peut-être me battre plus. Vous éteignez chez vous, ici aussi. Jean-Christophe Mitterrand, vous avez quoi à dire à votre père ce soir? Oh, que je pense beaucoup à lui, que je l'aime, et que je regrette qu'on soit, quand j'étais jeune, un peu raté. Merci, on rallume. Bien. Alors maintenant, on va passer à des choses un peu plus gaies. Vous n'avez jamais voulu faire de politique. Non. Vous n'avez jamais voulu être président. Donc on va faire une interview si j'étais président. On ne bouge pas pendant le jingle. Qui prendriez-vous pour réécrire les paroles de la Marseillaise? Moi, elle est morte, ça aurait été Edith Piaf. Edith Piaf, voyez-vous? Joe Star. Elle va être bien, la Marseillaise. Sans hésitation. Qui prendriez-vous comme stagiaire à l'Élysée? Je crois que j'aurais pris que des inconnus. Ah ouais? Ouais. Mais des films, que des garçons. personne ne connaît. Oh, selon leurs compétences. Vous êtes président de la République. Le Dalai Lama, l'ami de Séverine Ferrer, le Dalai Ouais, Lama. le grand copain de Séverine, oui. Franco, dès qu'elle a un souci, elle va pas chez le psychanalyste, elle va voir le Dalai Lama, Séverine, c'est marrant. Mais c'est un grand ami de ma mère. Ah ben, vous voyez, on est entre nous alors. Donc, le Dalai Lama donc, vient à Paris, et si vous le recevez, la Chine annule une commande de 80 Airbus. Oui. Faites quoi? Si je suis président, Ouais. évidemment, ça poserait le problème de l'industrie d'Airbus. 80 Airbus, ça fait du pognon. Oui, ça fait énormément de pognon et ça fait surtout beaucoup d'emplois. Ben voilà. C'est vrai que le problème se poserait. Voilà. Je pense que ma mère me ferait une comédie. Ouais. Comme elle en a fait à votre père. Et je crois que c'est des choses qui peuvent se négocier. Voilà. Dans votre façon de vivre, si vous étiez président, qu'est-ce qui embarrasserait le plus vos conseillers en communication? Mon indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne saurait pas où vous êtes, quoi. Exactement. Ouais. Vous savez, avec mon père, lui président, Ouais. il nous est arrivé de partir dîner sans sécurité, sans Ah ouais. rien, au couscous du coin. Hein. Ouais. Les gens étaient un peu surpris. Oui. Et surtout la sécurité qu'il a appris qu'après. Qui prendriez-vous comme conseiller spirituel? Pas besoin. Pas besoin. Quelle profession inviteriez-vous à petit déjeuner chez vous à l'Élysée? Plusieurs. Ouais. J'espère que je ne serai pas président qu'un seul jour. Donc il y aurait plusieurs petits déjeuners. Ouais. Des juges, des avocats pour la suite, quoi. Des avocats sûrement. Peut-être pas tous, mais des avocats sûrement. Et puis peut-être des juges aussi pour leur rappeler le droit. Si vous étiez président, est-ce que vous achèteriez vos billets d'avion en liquide? J'ai été à l'Élysée, j'ai jamais vu de liquide. Ouais. Quand je voulais prendre un billet d'avion, j'appelais le service des voyages officiels en disant j'ai besoin d'un Ouais. billet d'avion, point. Ouais.
Et ils avaient un chèque et tout. Jamel? Non, je disais que c'est une question que je me suis toujours posée. Je me demandais si le roi du Maroc ou le président de la République avait du liquide sur Bien sûr. sur lui. Moi, Ah oui, les fonds secrets, bien sûr. Non, mais du liquide. Ah non, mais ça, Du liquide, ouais. billets de ils sont 5 Ah oui, francs. des Pascal, oui. Ils sont normalement pas à titre personnel, les fonds secrets. Non, mais enfin bon. Ils doivent servir Comme à ils autre sont chose. secrets, personne ne sait ce qu'on en fait en même temps. Dernière question, pour l'entretien télévisé du 14 juillet, quel journaliste inviteriez-vous pour vous interviewer? Les grandes chaînes. Donc c'est eux qui décident le journaliste qu'ils envoient. Pourquoi vous n'aimez pas les questions indiscrètes? Et c'est vrai qu'au dernier 14 juillet, pas beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.